Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir et décrypter qu'est-ce qui explique le succès économique de la Chine au cours de ces 30 dernières années. La remarquable croissance chinoise est souvent attribuée à une forte intervention gouvernementale qui peut mobiliser de grandes quantités de ressources pour éliminer tout goulot d'étranglement à la croissance ou au changement institutionnel. Cette approche est souvent qualifiée de consensus de Pékin par rapport au consensus de Washington. Le premier étant un modèle d'autoritarisme et de forte implication de l'État dans l'économie, le second un modèle de doctrine néolibérale et orienté vers le marché. Mais ces définitions sont inexactes et nous allons voir pourquoi. Dans la formulation originale de Joshua Ramos, publiée en 2004 dans le Centre britannique des affaires étrangères, le consensus de Pékin est défini par 3 principes. 1. L'innovation institutionnelle. 2. Le développement équitable et durable. Et 3. L'autodétermination. Au cours de ces 30 dernières années, l'économie chinoise a évolué progressivement vers des doctrines de marché économique néoclassiques, comme résumé par John Williamson dans sa formulation du consensus de Washington. Ceci inclut 5 points. Une politique budgétaire prudente, une ouverture économique, la privatisation, la libéralisation du marché et la protection de la propriété privée. La Chine a été extrêmement prudente dans le maintien d'un équilibre budgétaire et pour maintenir une stabilisation de l'inflation. Les programmes qui visent uniquement à redistribuer les ressources économiques ont été peu nombreux et les transferts de capitaux du gouvernement central aux provinces ont généralement été dominés par des investissements infrastructurels, du type chemin de fer, autoroutes, ports, etc. Le pays est le deuxième plus grand bénéficiaire mondial d'investissements étrangers directs après les États-Unis. Et plus de 80% des entreprises publiques chinoises ont été privatisées ou transformées en sociétés cotées en bourse. Alors, est-ce un Big Bang ou une évolution ? Ce qui est unique, c'est la façon dont la Chine a appliqué le consensus de Washington à son avantage. La mise en œuvre du consensus de Washington nécessite un changement institutionnel et une réforme politique substantielle. Alors que les pays en développement sont généralement caractérisés par des institutions rigides qui entravent le fonctionnement du marché. Une approche Big Bang des réformes est généralement politiquement peu pratique et d'un coût prohibitif. L'approche progressive de la Chine, étape par étape, a été plus fructueuse. Donc, s'il y a un consensus de Pékin, il se réfère à la façon dont la Chine applique et met en œuvre ses réformes institutionnelles et politiques pour faire fonctionner le consensus de Washington dans le contexte chinois. Le meilleur peut être l'ennemi du bien. L'expérience chinoise a permis de tirer plusieurs enseignements pour d'autres pays en voie de développement. Premièrement, l'efficacité institutionnelle est plus importante que la pureté institutionnelle. Pour être plus trivial, il est commun en Chine de fermer les yeux sur l'application de la loi pour préserver le bien commun de la société. La littérature récente sur le développement de l'économie souligne l'importance des institutions pour la croissance économique. Mais les institutions ne sont efficaces que si elles fournissent les bonnes réformes pour aligner les intérêts personnels des agents économiques et sociaux sur les intérêts de la société dans son ensemble. Dans ce cas, les institutions de premier ordre peuvent être inefficaces car elles nécessitent souvent des changements drastiques dans la structure des réformes qui peuvent être préjudiciables et aliéner les principales parties prenantes.
Certes, l'adaptation des réformes implique des compromis avec les réalités politiques et sociales, ce qui peut se traduire par une efficacité moindre. Cela peut être simplement le coût du succès. Une adaptation correctement appliquée peut motiver les parties prenantes à adhérer à la réforme, ce qui est un facteur clé du succès. Mais la Chine offre également de nombreux exemples d'adaptation institutionnelle qui ont amélioré l'efficacité de mise en œuvre des réformes. La réforme des zones économiques communes et villages, ZCV, a joué un rôle clé dans l'industrialisation de la Chine dans les années 80. Les ZCV appartenaient nominalement aux collectivités locales, mais étaient en fait gérées par des entrepreneurs privés. Ainsi, bien que leur structure de propriété ne soit pas clairement définie, elles offraient de fortes incitations aux entrepreneurs et aux responsables locaux pour améliorer l'efficacité économique. Ces zones économiques ont aidé les entrepreneurs à contourner les contraintes politiques défavorables de l'époque et ont généré des recettes fiscales pour les collectivités locales et une croissance économique. Le système de double prix mis en place entre 85 et 94 en est un autre exemple. Ce système attribuait deux prix à un même bien, l'un pour les quotas planifiés et l'autre pour les transactions marchandes. Dans ce cas, les pertes d'efficacité prenaient la forme de corruption. Parce que les prix prévus étaient bien inférieurs au prix du marché, les fonctionnaires qui contrôlaient les quotas pouvaient profiter du différentiel de prix pour gagner de l'argent, ce qu'on appelle l'arbitrage. Cependant, le système a fourni de puissants leviers aux dirigeants d'entreprises d'État pour qu'ils produisent davantage pour le marché tout en protégeant les entreprises d'État faibles de la faillite face à la concurrence du marché. C'était important pour gagner le soutien de la réforme de la plus grande partie de la société. En outre, le système a empêché l'hyperinflation qui sévissait dans d'autres pans de l'économie en transition. Deuxièmement, les responsables gouvernementaux doivent être motivés. Le rôle du gouvernement dans le développement économique a été souligné dans l'influent rapport de la Banque mondiale de 1993, le miracle Est-asiatique, et est repris dans son récent rapport de croissance en 2008. Bien que les deux rapports aient exploré comment le gouvernement peut utilement prendre des mesures pour éliminer les goulets d'étranglement à la croissance économique, ils ont consacré peu de temps à la manière de motiver les politiciens à prendre de telles mesures. En Chine, les responsables gouvernementaux sont motivés de deux manières. Premièrement, la promotion des fonctionnaires est fortement basée sur le mérite, en particulier sur leur contribution à la croissance économique. Ceci est à mettre en opposition avec le système où l'évaluation de la performance basée sur la responsabilité, qui oblige les responsables gouvernementaux à suivre des règles prédéfinies ou à être punis s'ils prennent trop de liberté. Bien que ce type d'incitation négative existe en Chine, les incitations positives à l'innovation et à la performance conduisent à la croissance économique sont plus répandues. Jusqu'à présent, les effets positifs de ce système l'ont emporté sur les effets négatifs. Deuxièmement, les fonctionnaires bénéficiant directement de la croissance économique. Ceux des régions plus prospères bénéficient de salaires beaucoup plus élevés que ceux des régions moins développées. Différents ministères peuvent offrir différents niveaux de revenus et d'avantages. Les ministères directement impliqués dans la gestion des activités économiques bénéficiant d'un meilleur traitement. Et certaines provinces offrent des primes aux fonctionnaires des ministères régionaux pour qu'ils génèrent plus de recettes fiscales. Politiquement, nombre de ces pratiques sont considérées comme extra-légales. En Chine, ces moyens sont considérés comme des moyens pratiques d'exploiter les faiblesses inévitables de la nature humaine. La décentralisation fiscale a également contribué à motiver les responsables des gouvernements régionaux. En tant que l'un des pays les plus décentralisés au monde sur le plan budgétaire, les recettes des administrations régionales de la Chine représentent
45% des recettes publiques totales et les dépenses régionales représentent 77% des dépenses publiques totales. La décentralisation fait des responsables des collectivités locales des acteurs forts de la croissance économique locale. En outre, la décentralisation fiscale a créé une concurrence constructive pour les ressources entre les gouvernements locaux, les incitant à améliorer les services, les infrastructures locales et d'autres aspects de l'environnement des affaires. Troisièmement, l'isolement des intérêts particuliers. Les responsables gouvernementaux se doivent d'être à l'abri des conflits d'intérêts et des pressions de groupes d'intérêts particuliers qui, dans de nombreux pays en développement, font souvent échouer les réformes institutionnelles et politiques. Parce que la société chinoise a toujours été relativement égalitaire, le gouvernement fait face à moins d'oppression de puissants groupes et lobbies d'intérêts. L'intérêt principal est de promouvoir une croissance économique à long terme qui contribue à assurer de meilleurs revenus pour la société. Une autre stratégie a consisté à rechercher des réformes dites d'amélioration de Pareto, lorsque personne n'est perdant et qu'au moins une personne s'en trouve gagnante. Lorsque les réformes modifient radicalement la répartition des richesses ou du pouvoir dans la société, le gouvernement doit prendre position et relever les défis des moins favorisés. Les réformes d'amélioration de Pareto facilitent la mobilisation d'un large soutien public. En décrivant l'expérience de croissance de l'Asie de l'Est, les politologues ont proposé les concepts d'État autonome ou d'État développementiste, où l'État joue un rôle dans la planification macroéconomique. Mais ce sont des concepts forts et puissants, car ils exigent que l'État ait certaines qualités intrinsèques. En fin de compte, ils font peser le fardeau d'avoir des leaders visionnaires et engagés. Nous allons y revenir à la conclusion. L'expérience chinoise a adopté une approche différente. Il traite le gouvernement comme composé d'individus rationnels qui doivent être motivés pour travailler pour le bien commun de la société. Sur la base de cette conviction, un large éventail d'arrangements institutionnels a été mis en place pour inciter les responsables gouvernementaux à se comporter comme s'ils étaient désintéressés lorsqu'ils sont confrontés à des conflits d'intérêts dans la société. Bien que l'application par la Chine du consensus de Washington puisse être spécifique à un pays, la Chine, elle contient un principe clé dont d'autres peuvent s'inspirer, à savoir un pragmatisme volontaire caractérisé par une expérimentation constante avec un objectif défini d'améliorer le statu quo de la société. Rien n'est considéré comme permanent ou parfait, l'avenir est toujours envisagé comme meilleur qu'aujourd'hui et des incitations sont conçues pour faire de cette vision une réalité. Pour conclure cette vidéo et faire un parallèle avec le système chinois et le système français sous la Ve République, nous avons choisi de donner énormément de pouvoir à l'exécutif suite à la Deuxième Guerre mondiale. La Ve République était taillée sur mesure pour Charles de Gaulle. Mais les choses sont différentes aujourd'hui et la France n'a plus jamais eu de président comme Charles de Gaulle. Le système chinois prend en compte la nature humaine avec ses qualités et ses défauts. C'est un système organique qui s'autorégule sans trop de rigidité administrative au quotidien ou de contrôle. Dans une société inclusive où tout le monde a sa place et est accepté en tant que tel. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous encourage à regarder les autres vidéos de la chaîne. Merci et à bientôt.